Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Comment sécuriser nos villes de plus en plus connectées? Quel rôle joue et va jouer la reconnaissance faciale? On en débat tout de suite avec Xavier Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Datacalab. Et puis avec nous en visioconférence, Yannick Sourisseau, journaliste, rédacteur en chef de Ville Intelligente Mag. Bonjour Yannick, vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, bonjour. Bon, alors un constat pour commencer, Yannick, je démarre avec vous. En 2030, on sera 8 milliards de terriens, dont près de 55% vivront en ville. On estime qu'une quarantaine de métropoles compteront plus de 10 millions d'habitants. Et je vais démarrer sur les objets connectés, Yannick Sourisseau. Ils seront évidemment omniprésents. On a une idée de ce que ça va représenter ? Je crois qu'on les trouve déjà aujourd'hui, on en a beaucoup déjà. Nos smartphones sont des objets connectés et servent justement à nous repérer aujourd'hui dans la ville. Et je pense que ces smartphones vont évoluer, vont s'ajouter à ça effectivement tous les systèmes de caméras, de capteurs qui seront omniprésents à la fois pour se stationner dans les villes, mais aussi pour évaluer nos déplacements. Et donc tout ça, tous ces objets vont remonter de l'information qui seront utilisées tout au long de notre parcours, tout au long de notre journée. Et donc on aura vraiment un suivi permanent. Et si aujourd'hui on regarde la Chine, qui est très en pointe avec un régime très autoritaire, puisqu'il utilise beaucoup ces objets sans demander l'avis des habitants de ce vaste pays. Oui, notamment dans ce qu'on appelle le permis ou le crédit social. On y reviendra dans un instant. Ouais. Je voyais ces chiffres, une étude publiée par Huawei, Yannick Sourisseau, en 2030. Chaque habitant possédera en moyenne 38 objets connectés. Ça donne une idée aussi du défi sécuritaire parce que, Yannick, chaque objet potentiellement peut être une porte d'entrée pour un hacker. Complètement. On l'a vu récemment puisque les hackers sont intervenus directement dans les hôpitaux et le télétravail justement a favorisé ces portes d'entrée. Les entreprises qui ont libéré des lignes pour pouvoir faire travailler leurs salariés n'étaient pas du tout préparées à ce genre de choses. Alors effectivement, tous ces objets connectés vont constituer autant de portes d'entrée et c'est là tout le défi de la sécurité. C'est là qu'il va falloir effectivement à la fois former des entreprises des télécommunications, les utilisateurs à mieux paramétrer leurs objets connectés pour éviter que effectivement des personnes mal intentionnées s'introduisent dessus. Et pour parler de la sécurité dans les hôpitaux, on pouvait imaginer que ça fonctionnait plutôt bien et celui d'Angers, par exemple, s'est fait pirater et surtout la mairie d'Angers aussi s'est fait pirater. Ce qui est encore plus grave puisque là, ce sont les services municipaux qui ont été bloqués et qui le sont encore aujourd'hui partiellement parce que des hackers se sont introduits dessus et on pense que c'est le télétravail qui a favorisé ce genre de porte d'entrée. Voilà, et ça augure effectivement d'un défi sécuritaire compliqué à relever. On va pointer un peu plus notre débat maintenant sur la question de la reconnaissance faciale. Xavier Fischer, on va parler tout à l'heure évidemment de la technologie développée par Datacalab, ce que ça ouvre comme perspective dans l'utilisation effectivement de la reconnaissance faciale et surtout des données et de l'utilisation de ces données. Peut-être d'abord un mot de l'outil. On en est arrivé à quel niveau de précision dans les outils de reconnaissance faciale aujourd'hui? Déjà, je vais vous décevoir, mais je vais commencer par ça. Nous, Datacalab, on ne fait pas de reconnaissance faciale et justement, notre but, vous ne stockez pas les images. Je sais bien, vous ne stockez pas les images, mais le point de départ, c'est quand même une personnalité qui est ou une attitude qui est filmée. Une attitude, mais pas une personnalité, justement. Oui. Et la différence est très importante dans le sens où je vais vous donner un exemple. Si vous me donnez 1000 images de chat, je vais créer un algo qui détecte un chat. 1000 images de visage, je vais détecter un visage. 1000 images de Xavier, je vais détecter Xavier. Et ça s'appelle de la reconnaissance faciale. En fait, la vraie différence entre les deux sujets,
c'est la différence entre une statistique et un fichier. Le fichage, c'est lier quelqu'un à une identité, donc c'est de la reconnaissance faciale. Oui. Notre but, je sais bien que c'est pas ce que vous voulez faire, mais moi je voulais quand même que vous, parce que c'est un secteur que vous connaissez très bien, que vous me disiez où on en est de la précision des outils d'intelligence artificielle couplés à des caméras. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs sujets. En fait, pour faire de l'analyse de l'image en tant que telle, il y a d'abord la question de collecter des bases de données. Et donc là, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on collecte ces bases de données-là ? Parce que de par le RGPD qu'on a en Europe, on ne peut pas utiliser d'images qu'on collecte en conditions réelles. Ensuite, il y a la puissance de l'algorithme, et enfin la puissance de l'ordinateur qu'on va utiliser pour faire tourner les algorithmes qu'on a créés. La technologie, pour répondre à votre question, elle est mature, elle fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, reconnaître un visage dans l'espace public, compter des gens, compter des voitures, c'est des choses qui marchent. La vraie question qui se pose maintenant, c'est qu'une fois que la technologie fonctionne, ce sur quoi il faut réfléchir, et ce qui n'est pas encore totalement bien cadré, c'est la façon dont on utilise la technologie. Parce qu'en fait, c'est la même question que depuis toujours. En fait, la technologie permet de faire des choses, mais la question, c'est quels usages sont acceptables et acceptés. Et donc, le RGPD, c'est vraiment une loi autour des data, mais la réglementation autour de l'analyse de l'image, de la reconnaissance faciale. Avant-hier, il y a des premiers textes qui ont été sortis par l'Union européenne justement là-dessus. C'est vraiment les prémices. Et donc, la technologie est là. Mais justement, en Europe, de par le RGPD, qui est bien restrictif, et c'est bien, en fait, c'est encore les prémices, parce que les conditions de déploiement ne sont pas encore au rendez-vous. Alors, maintenant, je voulais poser la question sur le Data Lab. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Comment vous utilisez cette technologie et pour en faire quoi ? Notre but, justement, c'est de ne pas commercialiser uniquement une technologie, mais des usages. Donc, en fait, depuis le démarrage, on a créé notre entreprise il y a 4 ans, dans le but de commercialiser des usages éthiques. Donc, de faire que de la statistique. Justement, dans la vidéo que vous voyez ici, vous avez un flux vidéo à gauche, normal, et à droite, vous voyez ce que voient nos algorithmes. Donc, des carrés verts, des carrés rouges. Alors, je ne suis pas sûr que l'image soit à l'antenne, donc j'aimerais bien qu'on la mette pendant que vous la commentez, parce qu'on la voit, nous, sur notre écran de contrôle, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait à l'antenne. Voilà. Donc là, on l'a. Allez-y, commentez-la. Donc, ce qu'on voit à droite, en fait, c'est ce que nos algorithmes vont voir. Des carrés de couleurs. Donc là, on voit un carré vert, un masque. Là, on va voir un masque bien porté, mal porté. Notre idée, c'est que si vous passez 2 fois devant notre caméra, vous allez être compté comme 2 personnes différentes. On ne veut surtout jamais stocker l'identité. Parce que, comme le disait la personne qui parlait juste avant sur la sécurité de tous ces systèmes, en fait, ce qui est dangereux quand on envoie des données sur Internet, c'est que rien n'est vraiment sécurisable aujourd'hui. Tout peut se faire hacker, il y a plein d'objets connectés. Et donc, en fait, vu que nous, on a conçu dès le départ que, en fait, le coffre-fort pouvait jamais vraiment être totalement fermé, on s'est dit ne remontons aucune donnée sensible sur Internet. Et donc, on a développé une technologie qui s'appelle du edge computing, qui consiste à traiter les données en local depuis les caméras, pour ne jamais garder l'image. C'est-à-dire que l'image, elle n'est jamais stockée. Elle n'existe pas. Elle est tout de suite transformée en données. En 100 millisecondes, pour vous donner le chiffre exact. Ça va vite. Exactement. L'idée, c'est que personne ne la voit. En fait, on utilise des caméras déjà existantes. Et ce qu'on va garder, c'est de la même façon que quand vous allez dans un concert, enfin, quand il n'y a pas le Covid, vous avez des gens avec des clickers qui vont compter le nombre de personnes. Nous, par exemple, sur le taux de port de masque, on va savoir toutes les 20 minutes dans le métro combien de gens viennent de passer et combien de pourcents d'individus portent le masque. Donc là, on est dans un usage très actuel, qui est testé, qui est en production maintenant. Qui est en production, parce qu'il y avait des problèmes de réglementation aussi pour pouvoir utiliser cette technologie. C'est vrai qu'il y a une question de maturité de l'opinion et des législateurs. Exactement. En fait, si vous voulez, pour rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé, nous, donc, on a créé ces produits, on a travaillé avec la RATP, avec la ville de Cannes sur les marchés, donc David Lisnard qui nous a permis de déployer là-bas. On a rouvert les marchés avant le 11 mai parce qu'en fait, on leur donnait tous les jours des statistiques sur le taux de port de masque pour lancer des distributions de masques et vraiment utiliser ça avec pédagogie bienveillante. Pas du tout de verbalisation. C'est pour ça qu'on envoyait les données que toutes les 20 minutes. Comme ça, on est certain que, par exemple, à la station Châtelet-Les Halles, 20 minutes après, vous êtes à 10 stations de là. Donc, on ne peut pas du tout vous contrôler grâce à ces datas. On est allé voir la CNIL parce qu'en fait, on a vraiment créé notre modèle dans le concept de privacy by design, qui est de créer en fait, tout ça dans le respect du RGPD. Et en fait, ce qu'on nous a dit à la fin, c'est qu'il manquait un cadre légal parce que le RGPD ne prévoyait pas encore totalement l'analyse. Vous étiez allé trop vite, quoi, par rapport au cadre légal, en quelque sorte. En quelque sorte. Il est en train de se mettre en place. Exactement. En fait, donc, plusieurs acteurs ont été consultés et le 11 mars dernier a été publié en fait un décret qui permet pour la première fois de couvrir un petit peu l'utilisation à l'échelle dans les transports de l'analyse de l'image pour compter le taux de port de masque. Parce que l'utilité, et en fait le principe même du RGPD, c'est une question de balance des intérêts. Et en fait ce qu'on faisait simplement, c'est qu'on permettait d'avoir des datas pour savoir que sur les 100 000 personnes qu'on comptait tous les jours, il y avait 95% de masques le matin, 85% l'après-midi. Parce qu'on se posait une question qui était comment on gère l'approvisionnement de masques. Mais la deuxième question, c'est comment vous les utilisez bien. Parce que si 100% des gens ont leur masque, c'est pas la peine d'en distribuer. Et donc le but, c'est de trouver de la technologie bien utilisée,
avec un juste équilibre entre intérêt public et droit privé. Ouais. Et donc on voit là vraiment, on est dans une utilisation actuelle, mais qui nous projette aussi dans le futur de cette technologie du Data Lab. Yannick Sourisseau, je reviens avec vous, parce que vous avez commencé à en parler tout à l'heure de la Chine, mais je voudrais qu'on détaille un peu comment, alors là pour le coup on est dans l'utilisation des images, hein, très clairement, Xavier, comment en Chine les images de reconnaissance faciale, les images de caméras dans les rues sont utilisées aujourd'hui? D'abord, la Chine est le premier pays, et de loin, qui installe des caméras. On comptabilise aujourd'hui 20 millions de caméras sur le territoire chinois pour surveiller à la fois les promeneurs, mais aussi tous les criminels. Bon, ça c'est un peu classique, mais on voit que ça dérive aujourd'hui sur la surveillance, par exemple, des populations ouïghours ou sur ce qui s'est passé à Hong Kong. Alors aujourd'hui, on va même plus loin, puisque pour avoir un téléphone mobile, il faut passer par un système de reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'on va associer à la fois les communications à une identité clairement authentifiée. C'est-à-dire qu'on est pleinement en Chine, dans un pays autoritaire qui bafoue la liberté individuelle. Ça, c'est quelque chose qui est connu et reconnu, et la Chine ne s'en cache pas. La difficulté avec la Chine, c'est qu'ils produisent aussi le matériel. C'est pour eux une arme à la fois politique et industrielle. Et donc le risque, et certains s'en sont déjà emparés, c'est que la Chine stocke des images, y compris pour le matériel qu'elle envoie à l'extérieur du pays. On utilise tous aujourd'hui des ordinateurs, des téléphones mobiles, du matériel de captation qui est produit en Chine. Donc ça représente toujours un risque, et c'est à un moment ou un autre, il va falloir harmoniser ce genre de choses, parce qu'on a un réel problème, effectivement, avec le stockage des images. Alors j'étais ravi d'entendre ce que dit la personne sur le plateau. Je ne connaissais pas le système, donc ça, je trouve ça intéressant, de ne pas stocker les images, parce que c'est ce qui fait peur en France, c'est le stockage des images, et qu'est-ce qui va pouvoir en être fait derrière. Il n'y a vraiment pas de coffre-fort, effectivement, et elles peuvent être utilisées contre les citoyens, et c'est vraiment ça ce qui est grave. Oui, peut-être qu'on peut pousser encore un peu le curseur, Yannick, sur la Chine, et donc ce système de permis social ou de crédit social, comment ça fonctionne ? Ouais. Alors, en fait, il identifie les objets qui vont être connectés, et c'est au travers de ça qu'ils vont pouvoir, eux, capter les informations. Au-delà, c'est ce qu'on suppose fait avec, par exemple, Google ou enfin les GAFA d'une manière générale. Eux, ils se sont autorisés à le faire directement, c'est-à-dire à capter vos informations sur tous vos objets connectés et les traiter. Et les Chinois n'ont pas leur mot à dire, sinon c'est le camp d'internement. Oui, c'est ça. Et on fait la différence entre, je mets des guillemets, les bons et les mauvais citoyens, avec plus ou moins de liberté en fonction des points sur ce permis, sur ce crédit social qui fonctionne grâce à la surveillance généralisée. Voilà, on leur attribue des points, c'est-à-dire que c'est un peu comme à l'école, il y a une cinquantaine d'années, on leur attribue des bons points. Il y a des bons citoyens chinois et les mauvais citoyens chinois. Alors, c'est quand même grave d'en arriver à ce stade-là, c'est-à-dire que là, ils sont vraiment totalement inféodés, et donc c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas voir arriver en Europe. Bon, ceci dit, on est extrêmement bien protégé par effectivement des lois, mais un certain nombre de textes, mais on sait très bien, entre guillemets, qu'il y en a certains qui voudraient aussi en passer par là. Il y a un certain nombre de personnes qui aimeraient qu'on soit encore plus protégé, contrôlé. On n'en a pas parlé, mais c'est l'exemple, par exemple, de Ville-du-Comanis, où il y a une population quand même assez vieillissante, qui a un fort patrimoine et qui voit d'un mauvais œil que des malfrats, par exemple, viennent taguer leur maison ou détruire leur voiture. Alors donc, ils sont tout à fait d'accord avec le maire pour installer des caméras et demain de la reconnaissance faciale. Oui, c'est vrai que Nice se présente même souvent comme la première safe city à la française. Mais c'est vrai aussi que ça peut être un outil de lutte contre la criminalité et le terrorisme quand même, il faut le dire, cette technologie de reconnaissance faciale. Ah mais c'est justement tout le sujet en fait, c'est que
Le problème, c'est que la technologie est vraiment présente, pour revenir sur votre première question, mais que les usages n'ont pas été pensés encore, parce que ça ouvre tellement de pans en fait, de réflexion par rapport à la sécurité, par rapport à la santé. Demain, vous allez aider des malades, justement, parce qu'on va pouvoir quantifier la douleur des gens, etc. Il faut réfléchir, en fait, au cas par cas, sur les usages qu'on veut réglementer ou non. Parce qu'en fait, le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde hyper compétitif et hyper international. Et je reviens sur la remarque qui a été faite tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, on lutte du nivellement par le prix, parce que les acteurs chinois, par exemple, une technologie de comptage, ils vont la vendre pas cher parce qu'ils l'ont vendue partout dans le monde aujourd'hui. Et comme on n'est pas encore assez acculturés au RGPD, donc les Data Protection Officers, qui sont les gens qui vont acheter ces solutions-là en Europe, savent pas exactement comment bien interpréter le RGPD, parce que c'est tout nouveau. En fait, ils vont choisir la solution la moins chère. Sauf que la solution la moins chère, elle n'est pas encore totalement bloquée par nos lois et par l'adaptation du RGPD au niveau d'analyse d'image. Et donc nous, en fait, si vous voulez, ce pourquoi on milite, c'est pour expliquer que la différence par le prix, on ne pourra jamais la faire. Parce qu'en fait, développer ce qu'on fait, ça nous a mis 4 ans. Si moi, je voulais développer la technologie, la même, mais sans éthique, avec stockage d'images, je sais la faire en 3 semaines. Et on a dû payer 15 personnes pendant 4 ans. Et donc, bien entendu, qu'on ne peut pas vendre la même chose que celui qui va développer ça en 3 semaines. Et donc, la vraie grande question, et c'est assez passionnant, c'est de réfléchir d'un côté à quels usages on accepte et comment on se protège aussi des technologies un peu liberticides qui sont déjà développées partout dans le monde, tout en restant compétitif. Parce qu'à la fin, Amazon, par exemple, pour ne reparler que, mais c'est le sujet de compétition dont on a parlé en octobre dernier au moment du Black Friday, on était là en France à se dire, comment on fait pour permettre à nos petits commerçants d'être compétitifs la prochaine tarte à la crème de compétition, c'est l'analyse de l'image. Effectivement. Et alors, il nous reste un peu plus d'1 minute. Je voudrais, Xavier, que vous développiez, parce que vous dites, on peut aider à évaluer la douleur grâce à l'analyse du visage de quelqu'un. On peut faire plein de choses. Aux émotions. Si vous voulez, en fait, on peut détecter des muscles du visage. En fait, moi, j'ai pas fait ça chez Datacalab, mais avant de travailler chez Datacalab, je travaillais aux États-Unis dans une entreprise qui s'est fait racheter par Apple pour faire Face ID. Et on travaillait avec l'université de San Diego pour détecter le niveau de douleur sur le visage des patients, pour envoyer des informations aux infirmières pour leur suggérer d'augmenter ou de diminuer le niveau de morphine. C'est vachement éthique comme question. Et qui va décider demain jusqu'où la technologie va aller? Nous, en fait, on n'attend qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'on en parle. Il faut beaucoup plus en parler parce que, en fait, là, je viens de citer un sujet, j'en ai 50 dans mon sac à dos, des sujets comme ça, d'éthique, qu'il faut débattre pour réfléchir au monde qu'on veut créer demain. Et c'est maintenant que ça se passe, parce que si on ne se protège pas, qu'on ne réfléchit pas, qu'on ne réglemente pas, le problème, c'est qu'on va subir, quoi. Et voilà, on a eu une petite fenêtre pour exprimer ça aujourd'hui sur Bismart. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Yannick d'être intervenu dans ce débat. Tout de suite, c'est Smart Move, notre rubrique mobilité. On part en voyage aujourd'hui.